Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast. Avant de rentrer dans le vif du sujet comme d'habitude, si tu es sur YouTube, si tu veux prendre 2 secondes pour t'abonner, et si tu es sur une plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast, si tu peux laisser une review de 5 étoiles, ça m'aide énormément pour tous les futurs projets et pour tous les futurs épisodes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial. Je vais pas dire de hors-série, puisqu'il n'y a pas forcément de série, mais aujourd'hui, on va parler du fameux Backyard Ultra. Également, mon premier 100 km officiel, puisque ça y est, la vidéo est sortie la semaine dernière, enfin la vidéo sur cette fameuse course. Donc déjà, si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à la voir, puisque c'est la plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube de cette année 2025. La plus grosse vidéo en termes de performance, je pense, en termes de montage, de storytelling et également en termes de budget. Voilà, c'est une vidéo que j'ai mis un petit peu de temps à sortir parce qu'elle m'a donné beaucoup de temps, beaucoup de ressources. J'ai passé vraiment du temps pour essayer de raconter une belle histoire. Parce que là, c'était un Backyard Ultra, c'est mon premier 100 km. Et cette vidéo, elle était un petit peu différente. De une, parce que la course était un format complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Et à travers cette vidéo, en fait, vu que cette course, elle m'a tellement porté, vu que j'ai tellement kiffé, j'avais vraiment envie de pouvoir vous partager tout ça à travers des mots, à travers le storytelling, à travers des images. Donc les retours ont été exceptionnels sur la première semaine. Là, ça fait tout pile 6 jours qu'elle est sortie. Je suis vraiment content que ça plaise. Et si tu l'as pas encore vu, je t'invite à aller la voir et me faire un petit retour dans les commentaires. Donc c'est la première fois que j'essaie de faire, comme dit, ce style un petit peu différent, avec beaucoup plus de storytelling, mais en essayant de pas trop en faire, en restant vraiment naturel, comment j'ai ressenti les choses, et vous dire en fait à travers la vidéo tout ce que j'ai ressenti pendant cette course. Ça a résonné avec la majorité d'entre vous et ça fait vraiment plaisir. Certaines personnes ont pensé que j'en ai fait un petit peu trop avec les voix off, mais il faut savoir que on a tous des goûts différents et j'en ai vraiment pas fait trop. J'ai simplement dit les choses telles qu'elles étaient. Donc si tu as besoin d'un petit peu de motivation, si tu as besoin d'un petit peu de hype pour te motiver, pour tes objectifs. Et ça va bien au-delà de la simple course à pied, ça va au-delà de la simple performance sportive. J'ai vraiment voulu vous parler de trouver vraiment votre objectif dans votre vie pour rester motivé, pour inspirer les gens, vous inspirer vous-même, être fier de vous, avoir confiance en vous. Donc voilà. En tout cas, si tu as vu cette vidéo, que tu m'as déjà fait un retour, merci infiniment. C'est la meilleure façon de me soutenir. Donc super content. Et ce podcast, ça va être un petit épisode complémentaire à cette vidéo YouTube, puisque forcément dans la vidéo, je peux pas tout vous dire, je peux pas tout vous montrer, parce que je suis limité par le format. Là où ce podcast, c'est vraiment conversation avec vous, comme si on était ensemble autour d'un petit café, autour d'une petite séance en zone 2 pour discuter. Donc l'idée, c'est que je puisse vous dire comment j'ai ressenti la course de A à Z, comment je me suis organisé, et un petit peu tous les détails, toutes les insights que j'ai pas pu vous raconter ou vous montrer dans la vidéo YouTube. Et ça qui est bien avec le podcast et la chaîne YouTube, c'est que souvent quand j'ai des events, je peux vous faire la vidéo bangers avec les belles images, le beau storytelling, la belle narration, la musique, etc. pour la vidéo YouTube. Et ensuite venir complémentariser ça, je ne sais pas si ça se dit, avec un podcast un petit peu plus long dans lequel je réponds aussi à vos questions. Et moi, je kiffe bien. Donc si je peux vous accompagner sur votre training, une petite sortie longue, ça fait plaisir. Je veux dire, ça fait kiffer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni toutes vos questions que j'avais sur le Backyard Ultra. Il y en a pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de questions qui sont revenues. Vraiment, il y avait des questions qui sont revenues 6 fois, 7 fois. Et donc c'est cool parce que moi, je vois qu'est-ce qui vous intéresse vraiment, quelles sont les questions que vous vous posez pour ceux qui s'intéressent à cette course, à ce type de format. Et donc plutôt que de vous retranscrire ma course du début jusqu'à la fin, un petit peu au feeling, je vais simplement répondre à toutes vos questions en élargissant et en rentrant bien dans les détails. Comme ça, de une, j'ai un petit peu une trame, je réponds à vos questions. Et de deux, ça me permet de refaire un récap complet de cette course. Donc voilà. Et avant d'attaquer les premières questions, elles ne sont pas dans l'ordre, je vais les attaquer une par une comme ça. Je vais rapidement rappeler le format. Donc c'est une course que j'avais fait fin août, je ne sais plus si c'était le 30 ou le 31 août. Et c'était donc un Backyard Ultra. Qu'est-ce que c'est un ultra ? En gros, un ultra, il faut savoir que c'est plus que la distance marathon. Donc la distance marathon, c'est 42 km. Donc dès que tu fais plus que 42 km, c'est considéré comme un ultra. Donc tu peux avoir des ultras de 50 km, des ultras de 100 km et des ultras de 500 km. Tant que tu fais plus que 42 km, c'est considéré comme un ultra.
Ensuite, tu peux avoir des ultras trail où tu vas avoir beaucoup plus de dénivelé, donc beaucoup plus de D+. Tu vas avoir des ultras sur route où ça va être du plat. Tu vas avoir des ultras dans le désert comme j'avais fait il y a 2 ans avec le Half Marathon des Sables ou le Marathon des Sables. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'ultras. Et ensuite, on a également un format bien spécifique qui est celui dont on va parler dans ce podcast, le Backyard Ultra. Qu'est-ce que c'est le Backyard Ultra ? C'est tout simplement une course pendant laquelle tu vas faire 6,7 km toutes les heures. Et à chaque heure, tu dois être capable de repartir. Si tu ne repars pas sur l'heure pile, tu es éliminé. Et il n'y a pas de distance finale. Il n'y a pas de temps finaux. Parfois, il y a des courses qui sont délimitées. Par exemple, elles durent 48 heures par souci d'organisation. Mais sinon, le vrai Backyard Ultra, c'est tout simplement, tu cours 6,7 km toutes les heures jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Et c'est cette dernière personne qui est encore debout, qui est encore capable de courir, qui termine le dernier tour toute seule, qui remporte la course. Toutes les autres personnes, c'est ce qu'on appelle des DNF, Did Not Finished. Et ça, c'est par exemple quand tu fais un marathon, quand tu fais un Ironman, un triathlon, quand tu es éliminé, quand tu abandonnes, ou que tu n'arrives pas à terminer, tu es DNF, Did Not Finished. Et pour tous les... ou Did Not Finish. Pour tous les pros, etc., le DNF, c'est terrible parce que c'est synonyme d'abandon, entre guillemets. Pourquoi je dis synonyme ? Tout simplement parce que tu peux être DNF à cause d'une blessure dont tu n'y peux rien. Tu peux être DNF mais avoir eu plein d'apprentissage pendant la course. Donc faut pas forcément voir le DNF comme bouh, t'es mauvais, t'es une merde. Voilà, le DNF c'est quelque chose de beaucoup plus, comment dire, qui t'apprend plein de choses au-delà de simplement t'es DNF, t'es une merde, t'as pas réussi à finir. Donc voilà. Et en gros c'est ça le format de la backyard. Toutes les heures tu vas être sur la ligne de départ, t'as le bip. T'es parti sur la boucle de 6,7 km et tu dois la terminer en 1 heure et être prêt à repartir pour la boucle suivante, de nouveau à l'heure pile. Donc c'est-à-dire que si tu te dépêches de faire la boucle, tu as plus de temps de repos et inversement, si tu prends du temps pour faire la boucle, tu as moins de temps de repos. Il faut vraiment trouver le juste milieu, trouver son allure, trouver comment tu veux te ravitailler, qu'est-ce que tu veux manger, combien de temps de pause il te faut, etc., etc. Mais on va y revenir à travers toutes vos questions. Je ne vais pas revenir sur l'histoire même du backyard. Elle a été inventée par une personne bien spécifique, mais là sinon ça va être un petit peu trop long. Donc si vous voulez faire des recherches, je vous invite à rechercher ça sur Internet. Et d'ailleurs là il y a quelques semaines, là tout récemment, il y a eu à nouveau les championnats du monde de la Backyard Ultra. Parce que chaque année, il y a les championnats du monde de la Backyard Ultra qui réunissent simplement tout, je ne sais plus combien ils sont, si c'est une trentaine, une quarantaine ou une cinquantaine, de tous les pays du monde, tous les plus gros ultra-runners, tous ceux qui se sont qualifiés pour The Backyard Ultra. La vraie de vraie, championnat du monde, et là, tu n'as que des machines. Et pour vous mettre un petit peu le contexte, le record du monde, là, je crois que c'est un Australien qui le tient, c'est 117 boucles. C'est-à-dire 117 heures. Et c'est-à-dire donc 117 fois 6,7 km. Je vais calculer là vite fait, 117 fois 6,7, ça nous fait un total de 783 km. Je ne sais même pas comment c'est possible. Et 117 heures, si tu divises par 24, ça fait 4,8 jours. C'est-à-dire que le mec, pendant 4,8 jours, il n'a pas dormi plus que 15-20 minutes, parce que chaque boucle, en général, tu les termines entre 40 et 50 minutes. C'est un truc de malade. Les perfs, elles sont insane. Et en fait, c'est là que tu remarques que plus tu évolues dans les sports, plus tu cherches la performance, plus en fait tu réalises que les meilleurs du monde, c'est des grands malades. 117 heures, 117 boucles de 6,7 km, c'est un truc de fou. Et ouais, donc voilà, ça c'était un petit peu pour la mise en contexte. La course s'est passée en Angleterre, à Liverpool. J'y suis allé tout seul. Mais si vous voulez voir un petit peu le parcours, le terrain, parce que c'est vraiment dans un camp militaire, c'était un truc vraiment atypique, vraiment stylé, qui ajoutait vraiment de l'adrénaline, de la hype à la course. Et aussi de la difficulté, parce qu'il y avait du vent, il y avait de la pluie, il y a vraiment un mélange de tout, entre la difficulté de la course, déjà le format est très compliqué, la difficulté du parcours, il y avait du bitume, des graviers, du sable, des petites montées, c'était dans un camp militaire, à Liverpool près de la mer, donc je te laisse imaginer le temps, il y avait des rafales de vent de malade, à un moment il y a eu une tempête, carrément les tentes elles sont tombées, etc. J'étais tout seul, il y a eu de la pluie, et vu que j'étais tout seul, c'est-à-dire que chaque ravitaillement, on va revenir là-dessus, je devais m'occuper de tout seul, ça rajoutait encore de la difficulté. Donc ouais, tout ça, je les ai bien documentés dans la vidéo YouTube. Là, comme dit, on est vraiment focus sur les questions et les détails de la course. Donc ouais, je pense que j'ai pas grand-chose à dire de plus, sauf la dernière chose, c'était que ce Backyard Ultra, je l'ai fait
6 jours après l'Ironman 70.3 de Vichy. Et donc je peux vous dire que mentalement, j'avais un petit peu peur. Et physiquement, j'étais pas forcément au top de ma forme, surtout que j'ai pas eu de vraie prépa. Parce que, en fait, cette course n'était pas forcément prévue, mais je l'ai faite avec MyProtein, mon sponsor. Ils m'ont proposé cette opportunité. Et comme vous savez, moi, je suis toujours là pour vous documenter ça, vous motiver, vous inspirer, vous faire passer du bon temps avec des belles vidéos. Et moi, de mon côté, j'ai soif d'aventure. Je suis en quête toujours de performance, de dépassement de soi, de découverte de moi-même, de mes limites. Et donc, cette opportunité de Backyard Ultra, je ne pouvais pas la laisser passer. C'est donc pour ça que j'ai accepté. Même si c'était 6 jours après l'Ironman 70.3, même si j'avais un petit peu la flemme de voyager en Angleterre, de laisser mon fils, etc., j'y suis allé et je ne regrette rien parce que ça reste peut-être l'une de mes courses favorites de tout ce que j'ai fait en termes de... le format, j'ai vraiment surkiffé. Ça montre que je vais bien en faire un autre en 2026, c'est sûr à 100%. Je pense même que j'ai peut-être un petit peu plus kiffé que le format triathlon. Mais on va revenir, je crois qu'il y avait une question par rapport à ça. Et sinon, d'un point de vue physique et mental, j'ai trouvé tout ce que j'étais venu chercher avec cette course. En termes de dépassement de moi, dépassement physique, dépassement mental, la solitude, etc. Donc vraiment, c'était trop stylé et je ne regrette rien. Bien au contraire, c'était une belle expérience, de beaux souvenirs, une belle vidéo, des belles images. Et voilà, on va donc pouvoir attaquer avec vos questions. Merci pour ceux qui m'ont posé des questions. Si tu n'es pas dans la liste, c'est que ta question ressemblait de près ou de loin à celle que j'ai déjà sélectionnée. On en a beaucoup, on en a une bonne vingtaine, trentaine. Je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre à tous, parce que j'ai pas envie que le podcast dure 2 heures non plus. Donc voilà, j'ai mon petit espresso, je me prends une petite gorgée pour rester bien focus là. Et let's go, comme dit, les questions elles sont pas dans l'ordre, donc... on va parler un petit peu de ravitaillement, de stratégie de course, de limites, de temps, comment ça s'est passé, etc. Première question, monsieur Armel-19. Est-ce que tu as réussi à rester lucide concernant ton ravitaillement pendant toute la course, ou est-ce qu'il y a des moments où tu as oublié de manger ou que tu as mal géré le ravito? Donc comme je vous l'ai dit, il faut savoir que tu as 1 heure pour boucler 6,7 km. Donc en soi, tu peux courir à 6,7 km par heure, ce qui est relativement lent. Et c'est ça tout le but de cette course en fait, c'est que tu ne dois pas aller vite, tu dois juste gérer ton effort, gérer ton pacing pendant 5 heures, 10 heures, 15 heures, 20 heures ou plus si infinité. Et si tu vas trop vite en fait, tu vas te cramer dès le début et plus tard dans la course tu vas regretter. Donc même si tu te dis, ouais si je gagne 5 minutes, j'ai 5 minutes de récup en plus pour le ravitaillement, en fait derrière tu auras beaucoup plus de douleurs physiques aux genoux, aux tendons, aux articulations, tu auras beaucoup plus de fatigue accumulée et en fait tu vas burn out beaucoup plus rapidement que prévu. Donc il faut vraiment se pacer, aller doucement. Et généralement, en moyenne, on termine les boucles entre 45 et 52 minutes. Parce que si tu termines dans 55 minutes, t'as que 5 minutes de ravitaillement, c'est quand même très faible. Mais généralement, je pense qu'entre 45 et 50 minutes, t'es plutôt bien. Ce qui donne une allure de 6,45 à 7 minutes au kilomètre. C'est assez lent, on va dire, généralement. Donc ensuite, une fois que t'as terminé ta boucle, t'as 20, 15, 10 minutes, 5 minutes... pour souffler, faire ce que tu veux. Tu peux passer aux toilettes, tu peux boire, tu peux manger, tu peux te changer, tu peux fermer les yeux, tu peux te masser, tu peux littéralement faire ce que tu veux. C'est quartier libre, la seule chose que tu dois faire, c'est être prêt à repartir à l'heure suivante. Donc, en gros, tu vas partir à 8h00, boucle 2, 9h00, boucle 3, 10h00, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Il y a des backyards qui commencent à minuit, des backyards qui commencent à midi. Ça aussi, ça change parce que tu peux commencer le soir et t'es direct dans la nuit. Donc ça peut être compliqué mentalement. Ou inversement, tu commences le matin, tu as toute la journée, et fin de journée, tu es déjà fatigué et tu vas devoir attaquer une nuit blanche. Donc là, ça dépend. Il y a certaines personnes qui préfèrent partir le matin, d'autres le soir. Mais peu importe, quel que soit le format de ton backyard, le temps que tu cours pas, le temps qui te reste pour boucler l'heure, c'est du ravitaillement. Ce qu'il faut faire donc, c'est absolument bien s'hydrater, absolument bien s'alimenter. Parce que tu vas devoir avoir suffisamment de glucides et de calories pour tenir sur la durée. Le facteur clé pour tenir sur ton backyard ultra, c'est vraiment de bien t'alimenter et de bien t'hydrater. C'est comme sur un Ironman, l'une des clés au final, parce que quand tu arrives, normalement, tu es prêt à tenir les kilomètres, parce que la prépa t'a permis de tenir physiquement, et mentalement, de toute façon, le mental, tu le travailles avec le temps. Mais là où il ne faut pas que ça pêche, c'est vraiment sur la stratégie d'hydratation et d'alimentation. Parce que si tu n'as pas assez de glucides, pas assez d'électrolytes, ou que tu es mal hydraté, tu auras littéralement un coup de barre
et ensuite c'est mort, tu ne pourras plus rien faire. Et tu seras donc un DNF, que ce soit marathon, triathlon, Ironman, ultra. Si tu es mal hydraté, mal alimenté, c'est un enfer. Parce que ton corps, en fait, il ne peut pas fonctionner correctement si tu brûles énormément de calories et qu'en plus de ça, tu lui rapportes pas assez de calories, pas assez de glucides pour performer et tenir la cadence. Donc ouais, j'ai réussi à rester lucide pendant tout mon ravitaillement. À chaque boucle, j'étais bien parce que j'ai pas forcément eu de gros coups de mou, comme on va le voir après. Et en fait, je pense qu'il faut que je remette le contexte. On m'a demandé après, mais en gros, j'ai tenu 15 heures sur ce backyard. Donc j'ai fait 15 boucles. Et il faut savoir que 15 heures, 15 boucles, ça équivaut à exactement 100 km. Je crois que c'est pile, donc 15 fois 6,7, c'est 100,5 km. Donc mon objectif avec cette course, vu que comme dit, c'était 6 jours après l'Ironman 110.3, et que j'avais pas fait de réelle prépa pour ça, donc j'étais pas forcément en forme, je connaissais pas ce format, j'avais jamais fait des boucles de 6,7 km ni rien. L'objectif c'était d'y aller et d'essayer de boucler 15 boucles, 15 heures et donc 100 km. Ça me paraissait déjà beaucoup et même monstrueux, surtout au vu de la condition dans laquelle j'étais. Donc j'ai réussi, j'ai fait les 15 heures, et on va voir après si j'étais vraiment à bout, etc. Mais en gros, donc j'ai fait 15 boucles pour 100 km. Et donc sur ces 100 km, sur ces 15 boucles, j'ai toujours bien géré mon ravitaillement. J'ai réussi à rester lucide tout du long. Et l'une des raisons qui fait que j'ai pas eu de gros crash, de gros coups de mou ou de perte de lucidité, c'est que je me suis bien hydraté tout au long de la course, tout au long de chaque boucle. J'avais suffisamment de glucides, suffisamment de calories et suffisamment d'électrolytes. Donc j'ai jamais oublié de manger parce que je sais à quel point c'est essentiel de manger. Donc chaque boucle, je savais que je prenais mon gel. Chaque boucle, je savais que je devais siroter mes électrolytes ou ma flasque d'eau régulièrement, ne pas attendre d'avoir soif. Si tu attends d'avoir soif, t'es mort. Dans une course, quel que soit le format, si tu attends d'avoir soif, c'est que c'est déjà trop tard et tu vas galérer à récupérer cette déshydratation qui s'est déjà installée. Donc voilà, je connaissais cette importance d'hydratation, d'alimentation, donc je l'ai bien faite tout du long et ça fait que j'ai plus ou moins bien géré mon ravitaillement à chaque boucle. Et en plus, vu que j'étais solo, j'avais pas d'aide, pas d'assistance, pas d'équipe, je suis plutôt content de ça. Donc voilà. Ensuite, on a Ismaël Saï qui nous a posé 2 questions intéressantes, donc j'ai pris les 2. Première, pour l'alimentation, comment tu t'organisais vu que tu étais solo pour le ravitaillement ? Donc justement, comme je vous le disais, j'étais solo. Généralement, quand tu fais un backyard, t'arrives avec ta team. T'as ta voiture, t'as tes tentes, il y a ton équipe, ta copine, ton copain, ton soutien. Et en fait, ça te permet que pendant que tu fais ta boucle, ils peuvent déjà préparer ton prochain ravitaillement. Comme ça, quand t'arrives, vu que t'as qu'une dizaine, quinzaine de minutes de récupération avant la prochaine boucle, tu peux juste venir t'asseoir et on te donne tout. On te donne ta prochaine flasque d'électrolytes déjà remplie, on te donne ta collation, on te donne tes glucides, ta gourde est déjà remplie, on te change limite tes chaussures pendant que toi, tu es en train de fermer les yeux. Parce que c'est extrêmement important de prendre le plus de repos possible et d'avoir le moins de pression mentale, le moins de charge mentale possible. Parce qu'au bout de 5 heures, 8 heures, 12 heures, 15 heures, chaque petite charge mentale en plus, ça va s'accumuler, ça va créer de la fatigue et ça va faire un effet boule de neige. Tu auras la douleur qui va s'accumuler, la fatigue, la charge mentale, le manque d'envie, etc. Donc le fait d'avoir une équipe, d'avoir un soutien présent sur toi, sur place, c'est extrêmement crucial pour bien performer tout du long. C'est pour ça que si tu veux ramener une équipe, assure-toi d'avoir une équipe sur qui tu peux avoir confiance, sur qui tu peux compter. Quelqu'un qui sait comment gérer les flasques, les électrolytes, le ravitaillement. Et vu que moi j'étais tout seul pour cette course, ma copine n'avait pas pu venir, j'étais dans le rush, j'étais en dernière minute, et vu que c'était en Angleterre, c'était compliqué pour moi de ramener du monde, je me suis dit, vas-y, je vais en plus de la difficulté de la course, je vais vraiment être dans la solitude de A à Z. Je suis juste allé avec mon cadreur, ça s'est super bien passé, mais vu qu'il était occupé à filmer et faire des photos, il ne pouvait pas m'aider pour la course en elle-même. Ça fait que chaque ravitaillement, j'arrivais, je m'asseyais, j'étais tout seul, je devais moi-même re-remplir mes flasques, mes bouteilles, moi-même chercher la bouffe dans la valise. En plus, vu que j'y suis allé, j'avais uniquement ma valise en soute, vu que c'était en Angleterre, j'avais pas ma voiture, j'avais pas de coffre, j'avais pas de boîte de rangement ni rien. J'avais tout simplement ma grosse valise en soute. Et à l'intérieur, il y avait tout. Il y avait mes chaussures de rechange de ville même, parce que j'avais tout dedans. Et en fait, tout était un petit peu mélangé, tout était un petit peu en désordre. Et généralement, tu as une boîte dans laquelle il y a des glucides, tu as une boîte dans laquelle tu as des électrolytes, etc. Moi, j'avais juste une bonne grosse valise de 20 kilos dans laquelle il y avait tout.
J'avais mes glucides qui étaient mélangés avec les électrolytes, qui étaient mélangés dans des caleçons avec des chaussettes. C'était un petit peu le bordel, mais ça fait que j'ai bien kiffé cette expérience. Et quand j'y repense, alors rien que là, le fait de vous en parler, j'ai trop de bons souvenirs parce que j'étais là solo, c'était moi contre moi-même, je parlais à personne, j'étais focus. Et ça, du coup, je l'ai bien kiffé. Donc pour m'organiser, c'est simple. Je savais plus ou moins que je savais ce que je devais manger, je savais ce que j'avais dans ma valise. Et je prenais ce qui me donnait le plus envie sur l'instant T. C'est pour ça que pour ce genre de course, c'est important de ramener plus que ce que vous imaginez. C'est comme quand tu pars en déplacement, etc. Pour la course, te dis pas, je vais juste ramener des barres céréales. Comme ça, quand j'ai besoin de glucides ou que j'ai faim, je mange une barre céréale. Non, parce que peut-être que sur le moment, la barre céréale, elle va pas passer, tu vas mal la digérer ou tu n'en auras tout simplement pas envie. Et tu vas te dire, ah, pourquoi j'ai pas pris une banane ou des pommes potes à la place de ça. Donc vraiment, mon conseil que je peux te donner, c'est ramène beaucoup de choses, quitte à ne pas tout utiliser, au moins tu sais que c'est là. Parce qu'au bout de 10 heures de course, tu sais pas si tu auras envie de salé, de sucré, d'un truc liquide, d'un sandwich, de chips, je ne sais pas. Donc prends tout, comme ça au moins, t'arrives, c'est buffet à volonté, en plus t'as ton équipe, tu peux leur dire, quand tu pars pour ta boucle, les gars, préparez-moi ça pour quand je reviens, comme ça t'arrives, t'assois sur ta chaise, et tout est prêt, c'est royal. Donc moi, j'avais beaucoup de choses dans ma valise. J'avais des barres céréales, j'avais des Rice Krispies, j'avais des céréales, j'avais une boîte de Frosties, j'avais des chips. Les chips, ça passe bien parce qu'il y a du sodium et c'est des glucides. Et c'est de la nourriture un petit peu réconfortante quand tu arrives vers le soir. J'avais des plats déshydratés que je pouvais mélanger avec de l'eau. J'avais des bonbons, j'avais plein de gel, des électrolytes, bref, j'avais absolument tout. Et donc, chaque fois que j'arrivais de ma boucle, c'est simple, je me posais, ma chaise était à côté de ma valise. Donc je m'assieds sur ma chaise, je me penchais de côté, j'ouvrais la valise, je regardais de quoi j'avais envie sur le moment. En sachant que je devais manger un max de glucides et des glucides que tu digères bien. C'est pour ça que j'avais que des glucides, entre guillemets rapides, à savoir tout ce qui est céréales, du miel, des bonbons, c'est des choses que tu dois tester, mais vraiment privilégie des glucides qui te font pas mal au ventre, qui te font pas ballonner et que tu digères facilement. Parce qu'il n'y a rien de pire que de manger beaucoup toutes les heures et de mal digérer parce que sur la durée, ça va être tout simplement un enfer. Donc voilà pour l'alimentation. Je sais aussi que je prenais un gel à chaque moitié de boucle. Donc tous les 3 km à peu près, tous les 3,3 km, je prenais un gel. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je prenais le gel pendant ma boucle. Dès que j'arrivais de ma boucle, ravitaillement, donc je mangeais, je préparais mes 2 flasques que je reprenais pour la boucle. Parce que sur chaque boucle, je buvais 2 flasques. J'avais une flasque avec de l'eau et une flasque avec des électrolytes et des glucides. Je vous conseille d'avoir de l'eau, comme ça tu peux couper un petit peu. Parce que si pendant ta boucle, tu as vraiment soif et que tu n'arrives plus à digérer les électrolytes ou les glucides, tu vas regretter de ne pas avoir de l'eau. Au moins comme ça, tu as les deux, tu peux alterner entre de l'eau, c'est clair, ça passe bien et ça te permet aussi de trincer la bouche de temps en temps. Donc moi j'avais 2 flasques, une d'eau et une de glucides électrolytes. Et donc je l'ai vidé pendant la boucle et un gel aussi avec moi que je mangeais pendant la boucle à la moitié. Donc dès que j'arrive au ravitaillement, je re-remplissais mes 2 flasques, une avec de l'eau, une avec les glucides électrolytes. Je repréparais mon gel que je mettais directement dans ma poche. J'ai une petite banane dans laquelle je peux ranger mes 2 flasques et mon gel. Et ensuite, sur le temps restant, soit j'allais aux toilettes et pendant que je soufflais, donc je restais assis, les jambes en l'air. Je vous conseille de mettre les jambes en l'air, comme ça tu peux récupérer tranquillement. Je mangeais, je suis à disposition. Les barres céréales, les barres au riz, etc. Donc voilà. Et c'est là qu'en fait tu vois que solo c'est un peu un enfer parce que, dis-toi, je remplissais 2 flasques par boucle. Et j'ai fait 15 boucles. C'est-à-dire que j'ai rempli 30 flasques tout seul, à chaque fois. Et le problème, c'est que quand tu remplis ta flasque, tu vas te pencher en avant, tu vas prendre ta bouteille d'eau, tu vas prendre tes glucides. Tu sais, tu le mets dans le shaker pour shaker les glucides. Ensuite, tu transvases le shaker dans la flasque. Et tout ça, tu le fais tout seul, sur ta petite chaise de camping. Et normalement, tu es censé te reposer, tu es censé juste fermer les yeux et souffler avant la prochaine boucle. Et là, tu es là, tu as le shaker coincé entre les 2 genoux, tu essaies de le remplir sans mettre partout. Après, tu transvases tes flasques. Et ça, je le faisais à chaque boucle, tout seul. Du coup, tu perds du temps, tu perds un moment de récupération parce que tu es un petit peu stressé, tu as une charge mentale, et ça fait que tu ajoutes beaucoup plus de difficultés. Et en plus, il y a un moment où tu dois passer aux toilettes, tu perds du temps pour remplir la flasque. Bref, c'était compliqué, mais d'un autre côté, comme je vous l'ai dit avant, c'était sympa de tout faire solo, vraiment en mode débrouillard 100%. Et donc voilà plus ou moins comment je m'organisais pour tout ça, pour l'alimentation, l'hydratation, entre chaque boucle. Et du coup, ta deuxième question, Ismaël, c'était quelle a été l'étape la plus dure durant la course ?
le mental ou la douleur physique? Donc ça, c'est potentiellement l'une des questions qui est le plus revenue. Est-ce que c'est plus dur physiquement ou mentalement? Je vais vous donner mon élément de réponse, mais je pense sincèrement que il n'y a pas de réponse universelle parce qu'on est tous différents. Il y aura toujours des personnes pour qui ça sera plus dur physiquement, des personnes pour qui ça sera plus dur mentalement. Et même en fonction des courses, si toi, tu es plus fort mentalement, peut-être que cette course-là, sur ce jour J, elle va t'exploser physiquement. Et inversement, peut-être que normalement, tu n'as pas de problème physique. Enfin, tu vois ce que je veux dire. De temps en temps, ça peut être le physique qui lâche. De temps en temps, ça peut être le mental qui lâche. Et de temps en temps, tu ne sais pas. Tu peux être prêt physiquement, mais au bout de la 2e, 3e, 4e boucle, en fait, tu as un mur, tu as une douleur, tu as un problème qui survient dont tu n'étais pas au courant, qui n'était pas forcément prévu. Et pareil, inversement, tu peux être 100% motivé, 100% déter. Le mental, c'est le mental. Si à un moment, il décide de te lâcher, tu peux pas faire grand-chose à part t'accrocher. Donc pour ceux qui se demandent est-ce que c'est plus dur physiquement ou mentalement, il n'y a pas de réponse. C'est dur physiquement et mentalement, surtout quand tu dépasses les 100 km, les 20 heures, les 24 heures que tu passes la nuit. Souvent, tu as des moments de down au niveau physique. Et là, la seule chose que tu peux faire, c'est t'accrocher, serrer les dents, essayer de te masser entre les boucles, essayer de tenir malgré la douleur. Et ensuite, une fois que ça va mieux physiquement, tu peux avoir des gros downs au niveau mental. Et là, je sais pas si c'est pire, mais c'est différent. Parce que quand, au niveau de la tête, ça va plus, c'est tout ton corps qui te lâche. T'as plus forcément de dopamine, t'as plus forcément cette motivation. Et c'est juste ton corps qui te dit d'abandonner. Il y a tes 2 voix dans sa tête. Dans ta petite tête, là, t'as cette voix qui te dit « Lâche pas, t'es une machine de guerre ». Et t'as cette autre voix qui te dit « Lâche, abandonne, ça y est, t'as fait le taf, t'as atteint des limites. Voici ton apprentissage pour aujourd'hui. Rentre chez toi, va prendre une douche chaude et pose-toi tranquillement. Pourquoi tu t'infliges tout ça ?» Et c'est là le combat entre ces 2 voix. Et c'est dans ces moments-là que tu dois t'accrocher à quelque chose de beaucoup plus puissant que la course. Et ça va être ton réel pourquoi, tu vois, ton why. Ça fait très cliché de dire ça, mais c'est quand tu as un pourquoi bien au-dessus de toutes les contraintes qu'il peut y avoir que tu peux ne pas lâcher. Quand tu as de la motivation externe ou même que tu as de la motivation interne, quand tu le veux suffisamment, quand tu as des réelles raisons de le faire, tu peux t'accrocher à quelque chose. Que ce soit ta famille, pour prouver quelque chose à quelqu'un, pour te prouver quelque chose à toi-même, un pari, la religion, tu peux t'accrocher à quelque chose d'extérieur ou d'intérieur. Mais si tu n'as pas cette chose sur laquelle tu peux t'accrocher, quand ça devient difficile mentalement, c'est très compliqué. Donc pour moi, pour te répondre, en fait c'est compliqué parce que comme je suis venu pour faire 100 km, et c'est ce qu'on va voir juste après, une fois que j'ai atteint les 100 km, j'avais atteint mon objectif. J'avais rempli le contrat que je m'étais fixé avec moi-même. Et donc je n'étais pas au bout de mes limites physiques, et je n'étais pas non plus au bout de mes limites mentales. Même pas du tout. Donc, je ne vais pas spoil maintenant parce que la question elle vient après. Donc je pense que sur cette course-là, pour moi c'était plus dur physiquement. Parce qu'en fait, vu que mentalement, j'ai pas forcément abandonné, j'aurais pu en faire plus. J'ai plus eu de douleurs physiques que de douleurs mentales. Et Dieu sait qu'après j'ai eu des grosses courbatures comme j'en ai jamais eu dans toute ma vie. Donc pour moi le plus dur là, c'était physiquement. À partir de la 12e heure, donc de la 12e boucle, on avoisinait les 75 km. 12 boucles, ça fait 80 km. Donc à partir du kilomètre 80, je sentais vraiment que mes jambes, ça devenait des bouts de bois. J'avais un petit peu mal au tendon d'Achille, j'avais un petit peu mal au genou droit, un petit peu mal au psoas gauche, au niveau de la hanche. Et donc, c'était un petit peu dur de s'accrocher. Alors que mentalement, j'étais encore bien, j'étais encore lucide, j'avais pas de baisse de motivation, pas de baisse de lucidité, j'étais bien, j'étais encore hypé, j'étais pas forcément trop fatigué. Donc pour moi, c'était vraiment plus dur physiquement. Et je pense que c'est aussi dû à mon gabarit. Le fait que je sois lourd, je fais quand même 85 kg. C'est un format qui tape bien dans les articulations, dans les tendons. Donc il faut vraiment se préparer pour ce genre de course, pour préparer le corps à tous les impacts. Ne faites pas des ultras, ne faites pas ce genre de course sans préparation, parce que c'est absolument inutile. Vraiment, c'est nul. Faire un marathon sans entraînement pour dire j'ai fait un marathon sans entraînement, ça te rend pas plus ni légitime, ni plus stylé que le mec qui a fait 6 mois, 10 mois, 12 mois de prépa. Même au contraire, un mec qui a fait une grosse prépa sur plusieurs mois, qui a rien lâché, qui a fait le taf, qui est resté discipliné, il a beaucoup plus d'apprentissage, beaucoup plus d'histoire et beaucoup plus de fierté
que quelqu'un qui a fait juste sans entraînement et qui a juste montré à quel point sa génétique, pour laquelle il n'a pas fait grand-chose, l'a aidé. Donc vraiment, sur ce genre de course, préparez-vous parce que vous allez passer un meilleur moment, vous allez avoir moins de douleurs et même vous serez fiers. Vous serez fiers parce que ça va être l'accomplissement de votre prépa pendant laquelle vous allez avoir tous les apprentissages. Sur ce genre de choses, ce qu'on cherche, c'est pas la course en elle-même, c'est tous les apprentissages sur tout le chemin. Donc oui, moi sur cette course, j'étais pas forcément préparé, mais j'étais pas préparé du tout. J'avais toute la préparation Ironman, j'ai quand même fait mes sorties longues, etc. Donc j'étais préparé, mais voilà, ne faites pas ce genre de course, ne faites pas des courses sans entraînement pour pouvoir dire « Ah, moi je l'ai fait sans entraînement ». Il n'y a pas forcément d'intérêt et je peux vous assurer que ça ne vous rend pas plus stylé qu'un mec qui a tryhard. Même si vous faites un meilleur temps que lui au moins il a tous les apprentissages qui sont venus avec. Donc voilà, pour répondre à la question, du coup, l'étape la plus dure dans la course, pour moi, c'était plus la douleur physique que la douleur mentale. Et je vais tout de suite répondre à la question de Steve Wiz 114. 100 km, c'était ton max ou t'en avais encore sous le pied? Donc ça, c'est la question officiellement qui est revenue le plus. Tout le monde a demandé pourquoi j'ai abandonné, est-ce que je pouvais en faire plus, est-ce que je me suis arrêté à 100 km parce que je ne pouvais plus physiquement, parce que je ne pouvais plus mentalement, ou est-ce que simplement j'aurais pu faire une boucle de plus, 2 boucles de plus, ou pourquoi pas plus? Donc pour vous répondre honnêtement dans ce podcast, et c'est comme je l'ai dit dans la vidéo, j'étais venu pour faire 100 km, à savoir 15 heures. Je n'avais jamais fait de 100 km officiel dans ma vie. Et du coup pour moi cette course, c'était l'opportunité d'aller chercher et de valider un premier 100 km officiel. Parce que je voulais me prouver à moi-même que j'en étais capable, même sans une grosse prépa. Et de 2, je voulais pouvoir avoir cette première perf, cette première stat de 100 km. Et l'autre objectif que j'ai pour un backyard, c'est de faire les 24 heures. 24 heures, ça équivaut donc à 160 km. Je sais pertinemment que pour cette course-là, j'étais incapable de faire 160 km. Que ce soit physiquement, mentalement, je n'étais pas préparé, j'avais pas d'équipe avec moi, j'avais pas la bonne stratégie. C'était impossible de tenir les 24 heures. Je le sais. Et du coup, j'aurais pu continuer après 100 km. Honnêtement, je vous le dis. Physiquement, mentalement, j'étais encore bien pour continuer. Au moins 3 boucles. Je le sais à 100%. Mais en fait, si j'avais fait 18, 19, peut-être même 20 boucles, qui sait, j'aurais ni fait 100 km, enfin, j'aurais fait plus que 100 km, mais j'aurais pas fait juste un 100 km et j'aurais pas atteint ces fameuses 24 heures. Donc j'aurais eu un petit peu cet entre-deux et je vous avoue, ça ne m'intéresse pas. Je ne voulais pas parce que je préférais aller chercher mes vraies limites sur ce format pour la fois où j'y serais vraiment préparé. Et comme je vous l'ai dit, j'ai absolument kiffé ce format, donc je vais en refaire un normalement en 2026, mais au pire ça sera 2027, mais je sais que je vais en refaire un. Et pour la prochaine fois que je ferai ce format, je compte bien m'y préparer. Avec une meilleure stratégie d'hydratation, d'alimentation, une meilleure stratégie de course et tout simplement une meilleure prépa. Je ferai plus de sorties très longues avec ce format bien spécifique. Je ferai des sorties longues de nuit pour habituer mon corps à courir la nuit. Parce que bien évidemment, c'est absolument différent de courir à 3h du mat qu'à midi. Et quand tu n'es pas habitué à courir la nuit, passer la nuit, je pense que ça te fait un gros coup. Là, pour le coup, j'avais terminé la course à minuit. Donc on avait commencé à 9h, donc de 9h à minuit. Et une fois que la nuit tombe, tenir de minuit jusqu'à l'aube, donc jusqu'à 8h du mat, je pense que c'est très dur mentalement et ça t'emmène dans les abysses les plus profonds. Et ça, je compte bien le vivre pour la prochaine backyard. Et en fait, je voulais pas découvrir mes limites sans y être vraiment préparé et me dire, ah ouais, en fait, j'ai donné un petit peu de tout, mais pas trop, parce que je sais que j'aurais pu faire plus. Là, au moins, j'avais cet objectif de 100 km. J'en ai jamais fait de 100 km en one shot. Donc là, voilà, je l'ai validé. Et donc, au final, j'ai plus validé un 100 km que un backyard all-in. En gros. Et pour moi, le backyard, je trouve ce format fascinant parce que c'est le format où tu peux te pousser à bout mentalement. Il n'y a pas de fin. La fin, c'est toi qui la signes avec toi-même. Tu peux toujours faire un petit peu plus. Tu peux toujours peut-être rajouter une boucle en marchant vite, etc. Et donc, je préférais garder cette limite ultime pour la prochaine fois. Et donc 100 km, je suis super content. C'était mon objectif, j'étais venu pour faire ça. Je les ai tenus correctement, sans gros coups de mou, sans grosse douleur. Et ça, du coup, ça me fait plaisir et c'est encourageant pour la suite. C'est encourageant pour aller chercher les 24 heures la prochaine fois.
Et comme je l'ai dit dans ma vidéo YouTube, du coup, pourquoi j'ai abandonné ? Comme je vous l'ai dit là, j'ai trouvé les réponses que j'étais venu chercher et j'étais fier de cette performance. J'ai rempli le contrat que je m'étais fixé avec moi-même et ça, c'est une des choses les plus importantes. J'étais fier. Et quand j'y pensais, je me suis dit, ok, là, même si j'arrête, même si j'abandonne alors que je ne suis pas à bout, je sais que je vais rentrer et je serai fier de cette performance et que je n'aurai aucun regret. Et c'est le cas. Là, on est plusieurs semaines déjà après cette course, même en ayant revu la vidéo, etc. Je n'ai aucun regret. Et ça montre que j'ai fait les choses correctement. Là où si je n'avais pas fait les choses correctement, j'aurais eu du regret. J'aurais été en mode « Ah, je regrette de ne pas avoir fait plus, je regrette de ne pas avoir essayé juste une boucle en plus. » Là, non, je suis en paix avec moi-même, je suis OK. Et ça me va. J'ai fait mes 100 km, je les ai bien faits, sans grosse douleur, sans gros coup de mou. J'ai géré la course tout seul. Et voilà, je suis content. Donc clairement, j'en avais encore sous le pied physiquement. J'en avais encore sous le pied mentalement. Et la véritable limite, du bout, que ce soit physique ou mental, elle sera donc pour la prochaine backyard. Donc Tom Grippon, salut Baz, bravo pour ta perf, merci. Comment s'organiser au niveau des vêtements pour ce format ? C'est très simple, les vêtements pour ce format, déjà ça va dépendre de où tu fais ta course. Moi comme dit, c'était à Liverpool en Angleterre, et ils nous avaient prévenu que les conditions allaient être terribles. Donc je savais, et en fait c'est encore pire parce que tu dois emmener beaucoup de choses. Je savais que je devais avoir 2 paires de chaussures, parce que s'il commence à pleuvoir beaucoup et qu'il y a beaucoup de boue, tu vas devoir changer de paire de chaussures. Je savais qu'il me fallait un short pour quand il fait chaud, mais aussi des affaires pour le froid, à savoir un legging potentiellement, un kawaii, un coupe-vent si jamais il pleut, mais aussi une veste plus chaude ou un manche long compression si jamais il commence à faire froid. Donc il fallait vraiment plusieurs tenues, une tenue, plusieurs chaussures déjà. Généralement, il faut 2 paires de chaussures. Parce que même s'il pleut pas, même s'il n'y a pas de boue, si tu tiens longtemps, à un moment, il faut faire une rotation de chaussures pour tout ce qui est ampoule, douleur de pied, etc. Et au-delà de ça, je savais qu'il me fallait des tenues chaudes pour courir, des tenues mi-chaudes pour quand il commence à faire un petit peu frais, un petit peu de vent, des tenues pour la pluie. Donc voilà, il faut pas mal de choses. Mais là, vraiment, ça va dépendre de ce que toi, tu fais comme course. Si tu fais un ultra à La Réunion ou un truc comme ça, enfin non, je crois qu'il pleut beaucoup aussi là-bas parfois. Si tu le fais dans le sud, en plein été, tu vas peut-être pas devoir prendre un legging ou des vêtements qui te tiennent chaud. Mais si tu le fais à Liverpool en plein hiver, tu vas devoir prendre beaucoup plus de choses. Ensuite, pour ce genre de course, ils te font une grosse liste de matériel obligatoire. C'est comme sur des ultra-trails, tu as toujours une grosse liste. Généralement, ils te disent qu'il te faut des vêtements chauds, des leggings, etc. je crois. Sinon, ils te laissent même pas faire la course. Comme ça, ils sont sûrs que tu as le matériel suffisant. Il te faut une lampe frontale. Ensuite, à toi de voir, hein, comme dit, en fonction de la météo, c'est à toi de gérer. Mais sinon, pour les vêtements, finalement, moi, j'ai même pas changé de ma paire de baskets. Je suis super bien dans ma paire. Elle m'a pas fait de douleur, elle m'a pas fait d'ampoule. Et en fait, je me suis dit, vers la fin, vu que j'étais à la 10e, 11e boucle, et que je savais qu'il me restait pas beaucoup de boucles, j'avais pas envie de prendre de temps sur mes repos pour changer de basket, parce que j'avais pas de douleur au pied. Je préférais prendre ces 2 minutes de changement de chaussettes et de basket pour fermer les yeux un petit peu. Donc j'ai gardé mes mêmes baskets pendant 15 heures. J'ai changé de t-shirt parce qu'à un moment il a plu de fou, donc il fallait que je me change. À un moment j'ai dû mettre le coupe-vent parce que pareil il a commencé à faire froid, il y avait de la pluie. Et pareil j'ai gardé le même short et le même cuissard. J'ai fait tout le long. J'étais en full base athletics. Du début à la fin, short base athletics, coupe-vent base athletics qui est celui de la nouvelle collection qui arrive pour vous très bientôt. Et t-shirt pareil, casquette base athletics. Donc trop fier d'avoir pu faire toute la course de A à Z avec toutes mes tenues. Évidemment les baskets non, c'était des Pumas. Vraiment trop stylé. Et ensuite pareil le cuissard, je gardais le même de A à Z. J'ai bien mis de la crème entre les cuisses à chaque fois. Un petit peu de crème aussi sur les pieds pour éviter les ampoules. Et voilà quoi. Il faut juste plusieurs shorts, plusieurs t-shirts au cas où. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors Yael Fouillade, à quoi pense-t-on lorsque l'on veut abandonner ? Ça c'est une question qui vous intéresse beaucoup, vu le nombre de fois qu'elle est revenue aussi. Mais j'ai un petit peu répondu avant. À quoi on pense lorsque l'on veut abandonner ? Comme je dis, il faut quelque chose qui est plus grand que vous-même. Et il vous faut un réel pourquoi, des vraies raisons qui vont vous pousser à aller au-delà de votre limite. Quand plus rien ne va, vous devez être capable de vous accrocher à quelque chose. Surtout si tu es tout seul. Si tu as ton équipe avec toi, ils peuvent être là avec des belles phrases, te motiver, te hyper.
Mais si tu es tout seul, et même si tu as une équipe, parce que sur la course tu seras tout seul, il faut que tu puisses te rattacher à des choses qui te motivent, qui te passionnent, qui te donnent cette force, cette énergie de creuser un petit peu plus, de chercher encore un petit peu plus, même quand tu es au plus bas. Et ça vaut dans tous les domaines de la vie. Si tu es un entrepreneur, si tu as ton taf, si tu as ton job, si tu as tes projets, tu auras des moments durs, des moments down où il n'y a rien qui va, tu as l'impression que le monde est contre toi, tu as l'impression qu'il y a tout contre toi. Et c'est dans ces moments-là qu'en fait, on va tester ton réel caractère, on va tester ta persévérance, ta discipline, ta force, mais aussi tes faiblesses. C'est donc dans ces moments-là que tu dois montrer que tu es quelqu'un qui ne lâche pas. Quel que soit le domaine de la vie, quels que soient les projets. Et du coup, tu dois le montrer que tu es capable de faire encore un petit peu plus et que tu n'es pas le genre de personne qui t'effondre. Et pour ça, pour pouvoir faire un petit peu plus, pour pouvoir rester focus et s'accrocher, pour pouvoir persister, il faut avoir des motivations externes ou internes. Donc les motivations internes, ça va être tout ce qui est prouver à soi-même, prouver à quelqu'un, montrer qu'on en est capable, une revanche contre la vie, une revanche contre soi-même, après une maladie, après un accident, pour X ou Y raison, ou des motivations externes. Ça peut être par exemple pour ta famille, pour tes enfants si t'en as, pour ton copain, pour ta copine, pour tes parents, je ne sais quoi. Et en fait, c'est à vous de trouver chacun vos propres motivations. Et là encore, ne vous laissez pas influencer par les gens. Quelles que soient vos motivations, quelles que soient vos quêtes, quelles que soient vos raisons, votre pourquoi, c'est le vôtre, c'est votre vie, c'est votre objectif. Donc, mettez des œillères et n'écoutez pas les autres. Foncez droit au but et accrochez-vous à ça lorsque ça devient compliqué. Et si vous ne savez pas exactement ce que c'est, prenez le temps. Allez marcher, allez vous poser, asseyez-vous, peu importe, mais prenez un moment tout seul, rien que vous, avec vous-même, avec vos pensées, et réfléchissez au pourquoi. Pourquoi vous faites tout ça ? Pourquoi vous faites ce taf ? Pourquoi vous faites ce projet ? Pourquoi vous entreprenez là-dedans ? Pourquoi vous faites cette course ? Pourquoi vous faites tout ce sport ? Il y a bien une raison profonde. Et il faut que vous puissiez trouver cette raison profonde parce que c'est elle qui va vous permettre de persévérer, de rester discipliné quand il n'y aura plus la motivation, quand ça va être dur et quand vous aurez envie d'abandonner. Lorsque tout le monde est contre toi, lorsque tu as l'impression que la vie, elle te jette plein de pics, c'est justement pour tester ta capacité à encaisser et à continuer d'aller de l'avant. Et c'est le cas sur ce genre de course. Sur un Irox, un Ironman, un triathlon, un marathon, ou là en l'occurrence l'ultra, il y aura ces moments où tu as envie d'abandonner. Physiquement, ça ne tient plus. Mentalement, ça ne tient plus. Mais c'est justement là que tu dois creuser au plus profond de toi-même pour continuer. Et pour pouvoir continuer, tu dois avoir des raisons suffisamment puissantes. Celles qui vont te permettre d'aller au-delà de tout ça. Pour te rendre fier les autres et rendre fier cette quête ultime que tu t'es fixée. Par exemple, moi, c'était la première fois que je faisais ce genre de course. J'avais fait de l'Ironman juste une semaine avant. Mais pendant l'ultra, le nombre de fois où j'ai pensé à ma copine et mon fils surtout, ça m'a donné trop de force, ça m'a donné trop de motivation. Déjà de base, moi, j'arrive à me motiver tout seul. Je le fais pour moi, pour me prouver que j'en suis capable, pour chercher mes limites. Ensuite, je le fais pour vous, pour ma communauté, vous qui écoutez ce podcast, vous qui regardez ces vidéos. J'ai envie de vous rendre fiers, j'ai envie de pouvoir vous inspirer, vous montrer qu'on en est capable à force de travail, à force de persévérance, et vous montrer que la voie à suivre, c'est celle de ne pas abandonner, de toujours essayer de faire plus, parce que c'est comme ça qu'on apprend à se connaître, c'est comme ça qu'on renforce notre confiance en soi, et c'est comme ça qu'on peut inspirer les autres. Et à tout ça, maintenant, s'ajoute aussi ma petite famille qui me motive, leur montrer que papa, il est fort, que c'est comme ça qu'on avance dans la vie et qu'on peut évoluer. Donc tout ça, c'est mes petites motivations à moi. Il y en a 3 principales. Le faire pour moi, je pense que c'est le plus important, c'est ma quête, c'est mon envie. Ensuite, c'est pouvoir vous inspirer à travers tout ce contenu que je fais depuis toutes ces années. Et il y a également ma petite famille que j'ai envie de rendre fière, que j'ai envie de leur montrer que voilà, on peut faire de grandes choses et surtout montrer la voie à mon fils pour quand il grandira pour plus tard. Donc voilà, à vous de trouver votre propre motivation et voilà, ce à quoi je pense lorsque j'ai envie d'abandonner. T'as des petites gorgées de café là, j'ai un petit peu soif. Paul Bult, alors plus dur un Ironman ou un backyard J'ai pris cette question, mais en fait, il faut savoir que c'est le genre de débat
Il n'y a pas de réponse. Voilà, je vous le dis. On demande souvent, même sur Insta, tu vois, souvent derrière, etc. Est-ce que c'est plus dur un 10 km ou un marathon? Est-ce que c'est plus dur un Ironman ou un Irox? En fait, c'est des questions qui n'ont pas forcément de sens parce que c'est des efforts différents. Et à partir du moment où l'effort est différent, même si c'est quantifiable, en fait, c'est pas du tout la même perception d'effort. Et tu peux pas jauger la difficulté d'un effort par sa simple perception de l'effort. Je m'explique. Quand tu vas faire un 800 mètres, un 5 km, voire même un 10 km, tu auras un effort, une perception de l'effort absolument élevée, proche de tes limites. Tu vas être dans le rouge, proche de 100% d'effort max. Et en fait, la perception de l'effort, elle est extrêmement dure, extrêmement intense, physiquement et mentalement, parce que tu es dans le rouge. Au niveau de ton rythme cardiaque, au niveau musculaire, au niveau de l'acide lactique, tu es dans le rouge. Et donc, tu as l'impression que c'est extrêmement dur, parce que ça l'est, c'est extrêmement dur. Là où sur des efforts plus longs, c'est pas cette intensité max que tu vas chercher, c'est plus la gestion de l'effort, la baisse de morale, les coups de mou, devoir bien s'hydrater, les crampes, les douleurs physiques sur le long terme. Et tout ça, c'est la difficulté de la course. Mais en soi, quand tu termines, par exemple, un marathon, j'ai envie de dire, mais ça dépend encore de votre niveau, si t'es à l'élite, etc., forcément, c'est différent. Mais quand tu termines un ultra, quand tu termines un Ironman, t'es pas autant essoufflé qu'un 800 mètres ou un Irox. Mais c'est pas pour autant que c'est plus simple. Parce que même au-delà de ça, tu peux pas comparer un effort de 10 heures, de 15 heures, à un effort de 2 minutes, 5 minutes. C'est comme si je te dis, va faire ton 3x3 à 80% de ton max au bench, ça sera pas dur, mais c'est lourd. Là où je te dis, fais une série max pompe, ça va te brûler les pecs, tu auras une grosse congestion, mais l'effort, c'est pas le même, tu peux pas comparer les deux. Donc voilà, Ironman ou Backyard, c'est vrai que dans les deux cas, pour moi, c'était un effort de plus de 10 heures, c'était 12 heures et 15 heures. Donc à la limite, la durée de l'effort, elle se ressemble, mais pareil, tu peux pas comparer parce que le Backyard, c'est simplement de la course à pied, une boucle encore et encore, tu peux venir te ravitailler, tu peux marcher, tu peux souffler. Là où l'Ironman, tu dois nager, tu as les transitions, tu as le vélo, donc c'est complètement différent. Et ouais, même la préparation est différente, tu vois. Tu peux faire un 5 km dès demain, avec un temps un peu pourri, parce que tu n'es pas préparé, mais ça va être très 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 dur. Un Ironman, tu peux pas le faire dès demain si tu n'as pas le niveau. Et en fait, par exemple, sur un Ironman, ce qui va être dur, c'est toute la prépa. La discipline, tous les entraînements, etc. Donc voilà, c'était juste un petit peu sur ma réponse globale par rapport à ça, parce qu'il y a souvent ces débats. Mais pour répondre à la question, plus un Ironman ou un Backyard, en fait, j'ai envie de dire que l'Ironman, pour moi, c'était plus dur, parce que j'étais débutant zéro à la natation et en vélo. Donc j'ai dû sortir de ma zone de confort à 1000%, j'ai dû apprendre de nouvelles disciplines, j'ai dû apprendre les transitions, j'ai dû faire face à ma peur de l'eau libre, nager en eau libre au milieu de milliers de personnes, c'était horrible. Du coup, pour moi, c'était nettement plus dur. Là où un Backyard, j'ai un passif de coureur beaucoup plus important. Donc courir, ça me faisait pas forcément peur. Mais je pense que si je tiens un Backyard sur 24 heures, ça serait plus dur qu'un Ironman en 12 heures. Voilà, pour te répondre. Par rapport à ça, Paul.zchat, tu aurais préféré faire les 100 km d'un coup? Alors ça, c'est une question intéressante. Je pense que si je les avais fait d'un coup, donc sans m'arrêter, sans faire une boucle d'une heure à chaque fois, je pense que je les aurais terminés plus facilement. Peut-être que je me trompe, et je vais m'expliquer. Le fait de s'arrêter à chaque boucle, en fait, dès le début de la course, ça va te... En fait, tu vas un petit peu te reposer, repartir, un petit peu te reposer, repartir. Et donc, ça fait que au niveau musculaire, au niveau des genoux, au niveau du bas du corps, c'est assez intense le fait de repartir à chaque fois. Alors que si tu les fais d'une traite, en fait, vu que j'ai déjà fait des marathons, etc., je sais que je peux courir 50-60 km assez aisément, entre guillemets, sans m'arrêter. C'est-à-dire qu'à la fin, il me resterait quand même 30-40 km à boucler, mais je pourrais marcher une ou deux fois, et du coup, quelques fois, et du coup terminer les 100 km d'un coup. Là où devoir tenir sur les 15 heures, quand tu arrives, comme dit avant, au 70e, 80e kilomètre, le fait de devoir s'asseoir, attendre 10-15 minutes et repartir, les départs, ils sont vraiment longs, vraiment durs. Et en fait, quand tu es dans un effort très long, c'est vraiment le fait de s'arrêter et de devoir repartir qui est très très dur. Parce que quand tu es dedans, quand tu es dans le flow, quand tu es dans l'effort, ça va plus ou moins. Et j'ai envie de prendre un exemple assez drôle, c'est que souvent, vous savez, quand je fais un Ironman ou un Irox, je termine la course en faisant un salto arrière, c'est un petit peu ma petite signature. En fait, on me demande souvent comment j'ai le jus pour faire un salto arrière. Il faut savoir que si je
Si tu me dis, genre, juste 5-10 minutes après de faire un salto arrière, je pense pas que j'en serais capable parce qu'en fait, j'aurais arrêté l'effort. Là, je suis encore dans le flow, j'ai encore de l'adrénaline au max, mes jambes, elles sont encore dans le jus. Donc, je peux faire mon salto direct. Mais si je vais m'asseoir 10 minutes après un Aerox, après un Ironman, après un Ultra, et que tu me dis, vas-y, maintenant, fais un salto arrière, impossible, mission impossible. Parce qu'en fait, j'ai arrêté, mon corps, il s'est éteint. Et donc, c'est ça la difficulté aussi du backyard, de s'arrêter à chaque boucle. Et c'est ce qui fait d'ailleurs toute la beauté de cette course et de ce format. Donc, voilà, question suivante. Arthur LCQ, est-ce que l'aspect que tout le monde repart ensemble t'a-t-il motivé ou mis la pression ? Non, ça m'a pas mis la pression du tout. Comme dit, sur cette course, j'ai juste l'objectif de faire 100 km, moi avec moi-même, en solitude totale. Et c'est ce que je suis venu chercher, c'est ce que j'ai fait. Donc, tous les gens autour, je m'en fichais. Je savais que j'allais pas gagner la course de toute façon. Donc, voilà, zéro pression. Je me suis vraiment pas mis de pression sur cette course. J'avais beaucoup moins de peur aussi que l'Ironman parce qu'il n'y a pas de la natation, etc. Et du coup, vraiment, j'y suis allé en mode expérience totale. Dans un pays étranger, tout seul, dans un format étranger. Et du coup, c'était que du kiff de A à Z. Donc, pas de pression. C'était que du kiff. Et le fait d'être en groupe, forcément, ça motive un petit peu. Tu vois des gens, tu essaies de les suivre. Tu sais qu'il y a des gens derrière toi. Donc je pense que c'était tout seul. Forcément, c'est pas la même. Donc, ouais, zéro pression. Et le fait qu'il y avait du monde, je pense que ça me motivait donc plus que ça ne me faisait peur. Voilà, donc, question suivante. Qu'est-ce qui t'a fait abandonner ? Nous demande Gals Jordan. Le corps ou le mental ? Comme je vous l'ai dit, du coup, je ne vais pas revenir en détail là-dessus parce que j'ai assez répondu avant. Ni le corps, ni le mental. Ce qui m'a fait abandonner, c'est simplement que j'avais atteint les 100 km que je m'étais fixé et donc j'avais rempli l'objectif. Et donc oui, il y en a qui vont penser que c'est dommage, mais en fait, moi le premier, si je vois quelqu'un qui me dit j'aurais pu encore mais j'ai abandonné, je vais dire mec, t'es con, c'est dommage, j'aurais dû aller au bout. Surtout que c'est ma mentalité, c'est ma façon de faire. Mais là, c'était différent, je voulais faire un premier 100 km, je l'ai fait, je suis fier, je suis en paix avec ça. Donc voilà, la seule chose qui m'a fait abandonner, c'est que j'avais atteint l'objectif. Et donc je suis rentré sans être à bout, ni physiquement, ni mentalement. Mais au moins je sais ce qui m'attend pour la prochaine fois. Roxine Emily, comment gérer ça tout seul ? La prépa n'est pas trop chronophage par rapport à la vie de famille. Donc comment gérer ça tout seul par rapport au avitaillement, j'ai déjà répondu avant. Ensuite, pour la prépa, si tu parles de la prépa, pour un backyard comme ça, ce qu'il faut, c'est faire beaucoup de sorties longues. On est sur de l'ultra. Donc tu ne dois pas forcément aller bosser ta VMA ou ton seuil, comme si tu préparais un 10 km, un semi-marathon, un Aerox, parce que c'est pas tant la vitesse qui est importante, c'est pouvoir adapter ton corps à un effort sur le long terme. Donc des sorties longues, très longues, 2 heures, 3 heures, et même faire 4-5 boucles d'1 heure pour habituer ton corps à faire des boucles d'1 heure, 6,7 km par heure, à attendre et repartir. Donc ce que je conseille vraiment, c'est s'habituer à ce format, et comme je l'ai dit avant, s'habituer à faire ce format de nuit. Parce que c'est pas du tout pareil de courir de 15h à 18h que de courir de 3h à 6h du matin. Donc si vous voulez préparer ce genre de course, faites des très longues sorties en zone 2, endurance fondamentale. Évidemment, ajoutez un petit fractionné de temps en temps, VMA ou seuil, pour bosser la vitesse, pour bosser votre VO2 max et votre VMA, parce que ça va vous permettre de courir un petit peu plus vite, plus longtemps, et vous avez quand même des adaptations physiologiques et musculaires. Mais ce qui va compter le plus pour ce genre de course, pour des ultras, c'est la zone 2. C'est l'endurance fondamentale, parce que vous devez accumuler des kilomètres au fil des semaines, encore et encore, avec un gros volume. Et pour accumuler du gros volume, sans trop de contraintes physiques et musculaires, et en limitant le risque de blessure, ça passe par la zone 2. Donc l'endurance fondamentale, environ 75% de votre VMA. Donc c'est une allure dans laquelle vous êtes confortable pour courir, vous pouvez la tenir 2 heures, 3 heures, 4 heures. Vous devez être capable de tenir une conversation à cette allure. Et en gros, ça va vous permettre d'accumuler les kilomètres au fil des semaines sans trop de contraintes musculaires sur vos tendons, etc. Ensuite, comme dit, faites le format en boucle. Donc de temps en temps, vous faites juste votre sortie 20-30 km le week-end, mais faites aussi des sorties de 3 x 6,7 km, 4 x 6,7 km. Comme ça, vous avez votre allure cible pour la course. Parce que comme dit, l'allure, elle est lente. Et quand tu n'es pas habitué à courir lentement, entre guillemets, ou du moins plus lentement que d'habitude, en fait, la foulée, elle n'est pas la même. C'est vraiment différent. L'économie de course est complètement différente. Et même les impacts, la cadence de pas, elle est complètement différente. Donc vous devez vous habituer à courir à l'allure cible pour le backyard ultra.
Donc voilà pour ça. Et ensuite, pour la deuxième partie de question, est-ce que c'est pas trop chronophage par rapport à la vie de famille ? Bah si, clairement, à partir du moment où tu veux te préparer correctement, que ce soit un Aerox, un Ironman, triathlon ou des ultras, c'est quand même des sports qui sont intenses. Donc en fait, si tu veux performer, tu vas devoir y allouer beaucoup de temps. Tu peux faire un Ironman, un ultra, un Aerox avec 3-4 séances par semaine, juste 3 séances par semaine, mais en fait, ça ne sera pas optimal pour chercher une grosse performance. Donc en fait, c'est chronophage si tu cherches vraiment la performance et faire les choses optimales, vraiment bien, mais c'est pas forcément chronophage si tu veux juste avoir ton niveau de base, faire le strict nécessaire. Et là, c'est une question de priorité. Moi, bien évidemment, j'ai passé beaucoup de temps, mais ça fait partie de mon métier, ça fait partie de mes objectifs, ça fait partie de ma quête ultime. Donc même si maintenant j'ai un fils, j'ai ma vie de famille et je suis un père, en fait, le sport, mes objectifs, ma quête, ça passera toujours avant. Et je suis obligé de faire ça parce que de une, ça me défoule. Et de deux, ça me permet, moi, en tant que père de famille, de rester motivé, de rester fier, d'être drivé par quelque chose de supérieur qui est ma quête pour rendre heureux ma famille, pour subvenir à leurs besoins, etc. Je divague un petit peu, mais ça, j'en parle souvent, c'est très important d'avoir une quête supérieure. Et souvent, quand les gens, enfin, j'ai parlé des hommes, tu vois, quand tu deviens père de famille, et les femmes aussi, du coup, quand tu deviens mère de famille, mais surtout pour les hommes, ou du coup, pour le côté masculin, on va dire, c'est très important d'avoir une quête qui va au-delà de tout ça, pour se lever motivé chaque jour, pour chercher quelque chose, pour avoir cette motivation, cette dopamine régulière. Souvent, quand tu deviens père ou que tu as des choses de la vie qui font que tu as moins de temps, en fait, tu perds cette quête ultime, et du coup, tu perds cette motivation, et du coup, c'est un petit peu un cercle vicieux, parce qu'au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, bah, tu restes un petit peu dans une zone de confort, tu fais de moins en moins, t'en fais de moins en moins, et du coup ça se ressent sur toi, sur ton énergie et sur l'énergie que tu donnes aux autres. Donc voilà, c'est pour ça que c'est chronophage, surtout si tu veux performer, mais ensuite c'est une question de priorité. T'es pas obligé de faire 5, 6, 7 séances par semaine, tu peux t'en sortir avec 3 séances par semaine, mais est-ce que tu veux performer ? Quelle est ta priorité ? Quels sont tes objectifs ? Là, c'est un tout autre débat. It is Mathis, est-ce que courir comme ça t'a posé des problèmes de digestion ou autre ? Absolument pas. En 15 heures, j'ai eu 0 problème gastrique, 0 problème de digestion, 0 ballonnement et 0 douleur de ventre. Comment j'ai fait ? Tout simplement, j'ai bien géré mon alimentation. Je sais ce que je digère, je sais ce que je tolère, je sais ce que je ne tolère pas. Donc vous devez tester pendant votre prépa. Quelle que soit votre course, testez le matériel, testez les aliments et testez les hydratations que vous allez consommer pour votre course. Ne testez rien de nouveau le jour J. Il n'y a rien de pire que de tester un nouveau gel. Et en fait, tu réalises que ce gel, il te fait des crampes au ventre ou il te fait ballonner et que tu ne le digères pas pendant ton marathon, pendant ton ultra, pendant ton Ironman. Donc vous devez tout tester. Vous devez savoir ce que vous digérez bien, ce que vous ne digérez pas bien. Et ça se teste en amont. Donc moi, j'avais que des choses que je digérais correctement. Que des aliments qui, je sais que quand je les mange, ça passe tout seul. D'un point de vue goût, d'un point de vue satiété et d'un point de vue digestion. Donc ça, on est tous différents. À vous de tester. Moi, je sais que j'avais que des choses que je tolère bien, que je digère bien. Les mêmes choses que je prends en veille de course pour les recharges en glucides. C'est des choses que... Voilà, j'apprends à me connaître à force. Et pour ceux qui veulent savoir, c'est tout ce qui va être des pommes potes, des barres céréales, des galettes de riz, du miel, du pain, de la confiture, du pain d'épices. Bon, là, j'en avais pas, mais tout genre de choses. Même des bonbons, moi, en soi, ça passe bien. Donc voilà. Question suivante, Clem BNL. Comment as-tu géré sans assistance extérieure ? Est-ce que ça aurait été un gros plus ? Je vais y répondre rapidement, parce que c'est une question différente, mais en fait, vu que je rentre bien en détail dans chaque question, j'ai déjà répondu un petit peu. Donc sans assistance extérieure, comme dit, j'avais le plan clair dans ma tête à chaque boucle, donc je savais plus ou moins quoi faire. Ensuite, c'était du feeling, comme dit, je pense que j'aurais pu manger plus de glucides et même plus de calories, et j'aurais pu terminer encore plus en forme. Là, je vous avoue que au fil des boucles, il y a des moments où je réalisais que je mangeais ce qu'il fallait, mais pas forcément assez. Genre, si j'avais voulu tenir 24 heures, j'aurais dû manger plus. Et en fait, le fait d'être tout seul, c'est un moment... J'avais juste envie de me poser et de souffler avant la prochaine boucle. J'avais pas envie de me relever pour aller chercher à bouffer. Tu sais, vraiment, une fois que tu t'assois et que tu as la valise, même si elle est à côté de toi, tu vas quand même te lever parfois pour aller chercher. Et quand tu es KO, tu as juste envie de te lever, te poser, jambes en l'air. En plus, vers la fin, je mettais un truc sur mes yeux pour fermer un petit peu les yeux. Donc clairement, s'il y avait eu une assistance extérieure, ça aurait été un gros plus,
que ce soit pour le gain de temps, le gain de clarté mentale, et du coup, j'aurais mieux récupéré dans chaque boucle. Donc si vous faites ce genre de course, comme dit, vraiment prenez une équipe externe, ça peut être 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, ça va vraiment vous faire de bien, que ce soit au niveau de la motivation, au niveau de l'organisation, et au niveau du coup de la charge mentale, qui a un impact du coup forcément passer 10 heures. Donc voilà. Ben-MG, bravo à toi. Il faut un gros niveau pour le faire. Donc je vais te dire que oui et non. Il faut pas un gros niveau pour le faire dans le sens où tu peux faire autant de boucles que tu le souhaites. Mais si tu veux chercher à faire 100 km, à faire 24 heures, etc., bien évidemment qu'il faut un gros niveau, qu'il faut une grosse préparation. Et c'est un petit peu comme toutes les courses. Tu peux venir faire la course, t'inscrire et faire le temps que tu désires, tant que tu es dans le cut-off. Enfin, après, plus un backyard, il n'y a pas de cut-off. Enfin, si, il faut faire les 6,5 km en 1 heure. Mais du coup, non, il ne faut pas un gros niveau parce que tu peux faire 2 boucles si tu le souhaites. Il y a des gens qui font 3 à 4 boucles et ça leur suffit, ils sont contents. Mais oui, clairement, si tu veux faire 100 km, tu ne peux pas faire 100 km comme ça du jour au lendemain sans aucun passé. Et ça vaut un petit peu pour toutes les courses. Aerox, c'est pareil. Tu peux aller faire ton Aerox en 2 heures si tu le souhaites. Mais si tu veux faire te rapprocher de l'heure, oui, forcément, il faut un gros niveau. Donc ce que je conseillerais, c'est que si t'as pas un gros passé de coureur, je me mettrai pas sur un format backyard parce que ça va pas forcément t'apporter grand chose. Je pense que c'est mieux de prendre le temps de découvrir la discipline, de découvrir le sport dans lequel tu te lances, si t'as pas un gros niveau, pour prendre un petit peu tes marques, pour progresser, ensuite te mettre une prépa en fonction d'un objectif précis, que ce soit un semi, un 10 km, un marathon ou un backyard. Une bonne grosse prépa de genre 6 mois minimum. Comme ça, pendant ces 6 mois, tu découvres encore plus la discipline, tu découvres le sport, tu découvres tes limites, tes capacités, tu apprends à programmer, tu apprends à récupérer, tu apprends à t'alimenter, etc. Et ensuite, au bout de ces 6 mois de grosse prépa, d'apprentissage et de dépassement de soi, parce que le plus dur dans une prépa, c'est de show up, c'est de faire toutes les séances, même quand t'as pas envie, quand il va pleuvoir, quand il fera froid, quand il y aura du vent, quand il y aura de la neige. Et la finalité de tout ça, ça va être cet objectif que tu t'es fixé. Là, en l'occurrence, un backyard. Et comme ça, tu vas kiffer d'autant plus la course et tu sauras pourquoi tu es là. Pourquoi je suis là ? Parce que j'ai donné tout ce que j'avais à donner pendant toute cette prépa. Donc, quel que soit ton niveau, c'est ce que je te conseille. C'est, comme j'ai dit avant, de venir préparer tout simplement et de ne pas venir sans connaître le sport, sans connaître la discipline. Parce qu'en fait, tu auras seulement un prisme de tout ce qu'une course a à t'apporter. Et je pense que c'est dommage de passer à côté de tout le reste des apprentissages, tout le reste du prisme, on va dire. Et j'aime bien voir les choses comme ça. Imagine en fait qu'une course, ça va t'apporter, c'est un grand prisme, ça t'apporte plein de choses, plein d'apprentissages, plein de leçons. Et que moins tu prends le truc au sérieux, moins tu te fixes un objectif sérieux, et moins tu t'es préparé pour cette course, bah moins tu tires de leçons et d'apprentissage de cette dite course. Ok, voilà. Ngueran B, as-tu préféré l'expérience Ironman ou celle de la Backyard Ultra ? C'est vraiment comme vous aimez bien faire la comparaison entre les différentes courses à chaque fois, c'est fou. C'est comme la comparaison entre chaque course. Est-ce que c'est mieux de faire ci ou ça ? Je pense que j'ai quand même préféré l'expérience de l'Ironman. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'Ironman, je me suis préparé pendant plus de 10 mois. Donc, en fait, ça veut dire que pendant 10 mois, j'ai découvert une nouvelle discipline, j'ai découvert le triathlon, j'ai fait mes premières séances sorties longue vélo, j'ai fait mes premières séances de natation, mes premières séances de natation en eau libre, j'ai découvert le home trainer, j'ai découvert les fractionnés vélo. Ensuite, j'ai découvert mon premier triathlon, qui était l'Ironman 110.3 de Kraichgau. Ensuite, j'ai découvert toute l'expérience Ironman avec une ambiance de folie, la musique, les transitions. C'était un investissement énorme sur tous les points de vue. Investissement financier, investissement temporel, investissement physique, investissement mental. Donc clairement, une fois que tu as fait tout ça, bah, l'Ironman, c'est un peu un objectif d'une vie. Et une fois que tu l'as fait, c'est énormément d'apprentissage, énormément de fierté, énormément de souvenirs aussi. En plus, j'ai vécu ça avec ma copine, etc. Je vous ai tout documenté sur YouTube. Donc clairement, l'Ironman, pour l'instant, ça reste ma plus grosse expérience sportive en termes de tout ce que ça m'a apporté, tout le temps que j'y ai dédié. Même si le backyard, j'ai plus kiffé la course en soi, l'expérience globale, je peux pas dire que c'était mieux que l'Ironman. Faudrait être fou pour dire ça. Donc ouais, pour l'instant, l'Ironman, ça reste quand même la plus grosse expérience et qui m'a apporté le plus de choses et celle dont je garde le plus de souvenirs. En plus, j'ai une belle médaille, j'ai un beau dossard.
Là où la backyard, je n'ai qu'un dossard. J'ai beau avoir fait 100 km, j'ai même pas une médaille, j'ai rien. Parce que comme je l'ai dit avant, il n'y a qu'un seul vainqueur. Le vainqueur, c'est celui qui fait encore une boucle à la fin tout seul. Tous les autres, ils sont éliminés. Tous les autres, c'est des DNF, did not finish. En fait, vu que t'es éliminé, t'as rien. T'as littéralement rien, à part ton dossard qui est complètement mouillé, complètement froissé. Donc là, j'ai beau avoir fait 100 km, j'ai pas de souvenir que je peux mettre au mur là derrière. Donc ouais, bah après de toute façon, je fais pas ça pour la médaille, mais ça ajoute un petit truc en plus. Donc clairement, l'Ironman, c'est ma plus grosse expérience. Mathis Arfi, comment trouver ce genre de course ? C'est très simple. Aujourd'hui, ce genre de course, ça devient tellement populaire, tout comme toutes les autres courses. Aujourd'hui, il y a une hype. Je sais pas si vous réalisez à quel point. Je pense après, c'est quand même un écosystème. Tu sais, sur Instagram, t'as ton algorithme. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde fait des courses, que ce soit des 10 km, des marathons, des Ironman, des Irox, etc. Donc il y a de plus en plus aussi de backyard qui s'organisent. Donc format backyard. Donc tout simplement, tu cherches sur Google, en plus aujourd'hui ChatGPT, Grok, peu importe l'IA que tu utilises. Tu demandes, fais-moi une liste de tous les backyard ultra en France, ou en Europe, ou à l'étranger, en fonction de si tu veux la faire sur le territoire français, en Europe, ou même hors Europe. Donc voilà, tu les trouves facilement. Tu demandes à une IA, ou même tu notes sur Google simplement backyard ultra France, et t'en trouveras plein. Angelito Pinto avec une question intéressante. Comment gérer entre écouter son corps et pousser ses limites ? La question, elle est simple. La réponse, elle est simple. Je pense que ça dépend. Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu es venu écouter ton corps ou est-ce que tu es venu chercher tes limites ? Si tu es venu chercher tes limites et que tu le veux réellement, que c'est vraiment ce dont tu as envie, alors tu ne vas pas écouter ton corps et tu vas juste chercher tes limites. Tu arrêteras quand ton corps te suppliera d'arrêter, que ce soit mentalement ou physiquement. Soit tu vas abandonner parce que tu as trop mal, tu ne peux pas continuer, soit tu vas abandonner parce que mentalement, tu t'es pris une énorme gifle. Et je te parle pas d'une petite baisse de motivation, d'un petit down de « Oh, c'est dur, j'ai envie d'arrêter ». Non, là, tu vas continuer. Ensuite, ça va devenir encore plus dur. Tu n'auras plus de jus, plus d'énergie. Mais tu vas te mettre en mode zombie. Je lâche pas, faut que je continue. Tu auras ton second souffle. Le fameux second souffle, c'est quand tu as une grosse baisse de motivation, mais que derrière, tu t'es ressaisi et c'est revenu. Tu sais toujours qu'il y a un second souffle. Et c'est ce moment où tu peux repartir comme si de rien n'était. Et après tout ça, tu auras de nouveau une grosse baisse de motivation. Et là, il y a un moment, ton mental, il va te dire « Mec, je peux plus, arrête-toi ». Et là, tu auras découvert tes limites. Tu auras cherché tes vraies limites. Mais pour les découvrir, pour les chercher, faut que ça soit volontaire. Faut que tu en aies envie dès le début de la course. Faut que c'est ce que tu sois venu chercher. Donc, c'est vraiment deux choses. Tu peux venir écouter ton corps où tu te dis « Ok, dès que c'est un petit peu trop dur, dès que j'ai un petit peu mal, j'arrête. » C'est ok, il n'y a pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut. Mais si tu es venu chercher tes limites, alors il faut que tu trouves tous les moyens possibles qui te permettront de continuer quand tu auras envie d'abandonner. Que ce soit l'entourage, de la musique, des podcasts, des citations, des photos que tu as sur toi-même, le crew, l'équipe qui est venue t'encourager, tout ce à quoi tu peux te rattacher pour te pousser à bout du bout, ça doit être là. Tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour venir chercher tes limites. Donc, pour comment gérer entre écouter son corps ou pas, il n'y a pas vraiment de comment, c'est plus quel est l'objectif que tu t'es fixé. Soit tu as un objectif de perf, tu réalises cette perf, soit tu as un objectif de je donne all-in jusqu'à ce que je tombe, et du coup dans ce cas-là, tu peux faire ça, soit tu te dis j'écoute mon corps, je donne ce que je peux, mais j'abandonne dès que je sens que je tire un petit peu trop. Chacun fait ce qu'il veut. Moi là, en l'occurrence, je suis pas allé chercher mes limites. J'ai écouté mon corps, on va dire. Même si moi c'était plus option 1, je suis venu chercher un objectif, 15 boucles 100 km, et je l'ai fait. Mais voilà. Loris RHC, est-ce que tu serais partant pour faire un backyard entre ta communauté ? Ça les amis, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que je suis en train de réfléchir à ce genre de truc ? En fait, j'aimerais vraiment, là, l'année 2025, elle est quasiment finie. Elle était très dure, très intense, très chargée. Entre tous les projets, Irox Paris début d'année, l'Ironman 110.3 de Vichy, le Backyard Ultra, mon fils qui est né, il y a eu vraiment beaucoup de choses. Mais 2026, j'aimerais vraiment pouvoir être plus en proximité avec vous, mais pas en digital, en réel. Avec des events, des run club, des vrais événements, j'aimerais vraiment mettre tout ce que je peux de mon côté pour
pour organiser ces choses, surtout avec la marque de vêtements Base Athletics. Donc clairement, imagine un délire backyard avec des créateurs de contenu, vous, la communauté, tous ensemble dans un endroit. Comment ça serait stylé, belle organisation, et juste on est là, on kiffe, du contenu, des photos incroyables pour chacun, le tout sponsor par Base Performance. Oh là là, ça serait beau, avec un t-shirt exclu à l'event. Ouais, faudrait que je me penche dessus. Je me suis déjà penché sur tous ces trucs, mais c'est une galère aussi au niveau organisation. Mais j'aimerais bien, et à voir si j'arrive à réaliser tout ça. Maël CHRLT, est-ce qu'il faut changer de chaussures pendant la course ? Comme je l'ai dit, il faut avoir 2 paires de chaussures obligatoires. Je vous conseille même de changer toutes les 4-5 boucles. Moi, de base, c'est ce que j'avais prévu de faire. Mais en fait, je sais pas, j'étais bien dans la paire de chaussures. Je sentais que j'avais aucune douleur, aucune ampoule. Donc, j'ai gardé ma paire. Mais vraiment, ayez minimum 2 paires de baskets sur vous. Et changez toutes les 4-5 boucles pour prévenir les ampoules. En fait, c'est pas une fois que tu as une ampoule que tu vas changer. C'est pas une fois que tu as une douleur que tu vas changer. C'est toutes les 3, 4, 5 boucles que tu changes. Comme ça, tu préviens les douleurs, les ampoules. Après, je dis 3, 4, 5 boucles, ça peut être 6, 7 boucles. Je pense que ça dépend. Mais ça, encore une fois, faut le tester à la prépa. Et pour la tester, il faut faire au moins une distance équivalente à 4 boucles, 5 boucles. Hamilton 63000, as-tu eu une baisse de morale pendant les 100 km ? Et si oui, comment t'y as remédié ? Donc oui, c'est vrai que j'ai pas encore parlé de ça. Je vous ai dit que tout s'est bien passé pendant la course. J'ai eu une grosse baisse de morale. Je parle pas de la fatigue de la 13e, 14e boucle, parce que c'était la fin forcément. Et étonnamment, je sais plus si c'était la 6e ou la 7e, je crois que c'était pendant la 6e boucle. Donc relativement au début, j'étais même pas à la moitié. 6e ou 7e boucle, j'ai eu une grosse baisse de mental. J'ai eu un coup de mou énorme, j'en ai parlé dans la vidéo, et vraiment je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est arrivé aussitôt, et je pense qu'en fait, peut-être sur les premières boucles, j'avais pas forcément pris un gros petit déjeuner, et donc c'était au début, j'avais éliminé plus ou moins les glucides, et c'est pour ça qu'après j'ai mangé un petit peu plus, je me suis hydraté un petit peu plus, mais vraiment, pendant la boucle, en plus il y avait la montée, j'ai commencé à marcher, et là je me suis dit non, c'est pas maintenant que tu dois lâcher, j'ai même pas fait la moitié. Si là maintenant je me sens comme ça, et que je ne remédie pas à l'alimentation, aux glucides ou autre, je suis dans la merde. Et c'est justement après cette boucle que j'ai plus mangé, que j'ai plus bu et que je prenais un petit peu plus de glucides. Et vraiment, j'ai eu une grosse baisse de motivation. J'ai commencé à marcher, je regarde tête baissée, plus d'énergie. Une espèce d'hypo. J'étais encore lucide, mais vraiment, je me suis dit, oh la catastrophe. J'ai même pas fait une distance marathon et je sens déjà que, gros coup de mou. Et donc, comment j'y ai remédié ? Tout simplement, je cherche mon pourquoi. Je le fais pour Baby Alec, mon fils. Je le fais pour vous, je le fais pour moi. Je suis venu chercher 100 km. Je vais chercher 100 km coûte que coûte. Je tiens encore un peu plus. Je marche vite. Je souffle et on est reparti. Et en fait, je vous ai parlé avant du second souffle. Le second souffle, j'en parle souvent. C'est quelque chose qui arrive tout le temps. Dès que vous avez un gros coup de mou, que c'est votre premier gros coup de mou, gros coup de barre, gardez en tête que le second souffle va arriver. Ce n'est pas fini, c'est pas le moment d'abandonner. Il faut juste être suffisamment fort mentalement pour tenir. Ça peut durer quelques dizaines de secondes, ça peut durer quelques minutes, ça peut être long. Ça peut être très très long, surtout au niveau perception du temps, parce que quand t'as un coup de mou, le temps, il s'élargit. 1 minute, ça devient 10 minutes. Donc il faut juste s'accrocher. Accroche-toi à tes proches, à ta quête, à ta famille, à ta motivation, à toutes les personnes à qui tu as dit que tu allais le faire. Accroche-toi à tout ce que tu peux trouver qui te motive et tiens jusqu'à ce second souffle. Parce qu'une fois que ce second souffle arrive, c'est bon, t'es relancé, la dopamine elle est là, les hormones elles sont là, physiquement t'es là. Et ce coup de mou, c'est juste de l'histoire ancienne. Donc t'as juste à t'accrocher. Et donc c'est comme ça que j'y remédie. Ça m'est arrivé pendant le 70.3 de Vichy. Ça m'est arrivé pendant la prépa. Ça m'est arrivé du coup là pendant le backyard. Et en fait avec l'expérience, je sais que ce second souffle il va arriver. Et donc je sais que quand j'ai un coup de mou, je sais que c'est une mauvaise passe avant de se sentir mieux. Et au-delà de ça, comment tenir, tout simplement, penser à tout ce qui te motive, penser à ton pourquoi, penser à ta quête, penser à toi et au fait que si tu abandonnes maintenant, tu vas le regretter. Tout simplement. Sois fier, et pour être fier, il faut tenir. Parce qu'une fois que tu as tenu, a posteriori, tu peux y repenser et te dire
Quand c'était dur, quand j'étais au plus bas, j'ai rien lâché. Et si t'avais lâché, a posteriori, tu vas te dégoûter. Le soir, je vais être dans ton lit, tu vas te dire putain, en fait, c'était pas si dur, j'ai lâché comme une merde. Et pareil, quand tu fais un truc et que tu lâches, après coup, t'as l'impression que c'était pas si dur que ça. Donc vraiment, sur le moment, sur l'instant T, accroche-toi, tiens, encore un petit peu plus parce que t'en es capable. Et tu dois te prouver que t'en es capable. Parce que plus tu te prouves que t'en es capable, plus tu gagnes cette confiance en toi et plus tu te prouves à toi-même que t'es capable d'un petit peu plus. Donc les prochaines fois où ça sera un petit peu plus dur, tu repenseras à ces fois où tu as tenu et tu vas te dire en fait j'avais déjà tenu, donc je peux encore tenir cette fois. Et ainsi de suite, c'est un cercle vertueux. Là où à l'inverse, si tu abandonnes, les prochaines fois où ça sera un petit peu dur, tu vas dire ah ouais mais j'ai déjà connu ça, en plus j'avais déjà abandonné. Et en fait là ton corps il va te refaire abandonner, ton mental il va te refaire abandonner parce que c'est de l'histoire vécue déjà. Donc à toi de choisir ce que tu veux vivre. La fierté de ne pas avoir lâché ou le regret d'avoir abandonné. Voilà pour te répondre, Hamilton. Mathis.hfm, est-ce que tu pensais être capable de courir les 100 km avant de les faire ? Sans aucune prétention, je pensais que j'en étais capable, oui, parce que je savais que c'était une allure relativement lente, je savais que je pouvais marcher, et je savais que mentalement, j'allais être solide, de par ce que je viens de dire, de par mon expérience, de par mon vécu, je sais que j'en suis capable, même quand c'est dur. Donc je pensais vraiment que j'allais tenir les 100 km, je savais que ça allait être dur, mentalement, physiquement, mais je savais que si je m'hydratais bien, que je mangeais bien et que je m'accrochais, je savais que j'allais les tenir honnêtement. Et ça, c'est aussi le pouvoir de l'auto-persuasion, de la visualisation, se persuader qu'on en est capable, que c'est toi, que toi tu peux le faire, que tu as été choisi pour le faire, c'est le premier pas vers l'accomplissement de grandes choses. Si dès le début tu pars défaitiste en mode non c'est pas pour moi, peut-être que j'en suis pas capable, peut-être que c'est trop dur, alors forcément ce sera trop dur et dès que tu seras face à une difficulté tu vas te dire ah oui mais j'avais dit de toute façon que c'était dur donc en fait j'abandonne. Forcément c'est une prophétie auto-réalisatrice. Alors que si dès le départ tu te dis je suis une machine de guerre, ça je vais réussir, j'en suis capable, j'ai été choisi pour faire ça, c'est ma destinée, c'est mon destin, je suis ici pour accomplir cela. En fait, même si tu as des difficultés, tu vas repenser à ça. Ok, là, ça devient hyper dur. On est juste en train de me tester, mais je sais que c'est moi. Je sais que c'est moi qui suis capable de faire ça et que je dois le faire. En fait, tu vas réussir. Et c'est ça le pouvoir de la visualisation. Et c'est à ne pas négliger si vous voulez performer quel que soit le domaine de la vie. Donc honnêtement, je savais que j'allais en être capable. Et je l'ai prouvé à moi-même une fois de plus. Question intéressante. Pablo Twins, combien de caca ? Voilà, il m'a écrit ça comme ça. Pour être très honnête, 0. De 8h du matin jusqu'à minuit, je ne suis pas allé faire caca une seule fois. Même la nuit quand je suis rentré, ça a dû attendre le lendemain matin. Généralement, je suis quelqu'un qui, pendant l'effort, pendant le stress, j'arrive pas forcément à y aller. Du moins, j'ai plus de mal que d'autres personnes que je connais. Pareil, pendant l'Ironman, j'ai pas fait une seule fois, ni le matin, ni le soir. Donc voilà, je vais pas épiloguer plus longtemps sur cette question. 0 tout au long de la journée. Et tant mieux, en vrai. Ensuite, pas mal de questions sur l'hydratation, l'alimentation, la motivation. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. On a une question d'Hugo Guilardo. Est-ce que j'ai écouté de la musique ou des podcasts pendant la course ? Non, absolument rien. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo. T'as le droit aux écouteurs sur ce genre de course. T'as le droit d'écouter de la musique, des podcasts, ce que tu veux. Et ça peut même fortement t'aider pour rester motivé, pour penser à autre chose, surtout quand tu mets de la musique. Et en fait, je pense, tu sais, t'as des musiques en fonction des phases. À un moment, t'as envie d'écouter de la musique triste pour être en mode c'est dur. Et après, t'as envie de mettre de la musique en mode épique de film, ou de la musique de Transformers, de Time, de Inception ou Interstellar, pour ce côté épique en mode je suis juste en train de courir à 7 km à l'heure, mais je suis dans l'univers là, je suis au-dessus de tout ça. Ou parfois du rap, du gros métal pour te mettre une gifle de motivation. Et en fait, moi, j'ai envie de rien de tout ça parce que je voulais vivre ce moment avec moi-même. Et c'est ça dont j'ai parlé dans la vidéo, c'est que je voulais vraiment être dans la solitude à chaque boucle pour avoir un moment avec moi-même, face à mes difficultés, face à mes forces, face à mes faiblesses, pour tout simplement une forme de méditation, comme une autre, un petit peu plus intense. Mais du coup, j'ai fait le choix j'avais emmené mes écouteurs, mais j'ai fait le choix de ne pas les sortir une seule fois. Pas de musique, pas de podcast, rien, pour être à nu avec mes pensées et avoir le temps de réfléchir, avoir le temps d'être avec moi-même et un petit peu
Ça fait très cliché de dire ça, mais ça m'a fait du bien et c'est pour ça que j'ai vraiment kiffé cette course et que j'en ai de très bons souvenirs. Et si tu me demandes à quoi je pensais pendant ces 15 boucles, pendant ces 15 heures, je saurais même pas te dire quoi vraiment, mais c'est justement ça qui est beau, c'est que c'est un moment un petit peu hors du temps. Au final, il y a 15 heures qui se sont passées, mais j'ai même pas vu le temps passer, j'étais juste là à rester motivé, à penser à tout ce qui me motive, à penser à tout ce qui est extérieur, tout ce qui est au-dessus de moi et pourquoi je le fais. Et c'est ça qui est beau parce que ça m'inspire. Et c'est ça que je recherche avec ces courses, avec ce genre de dépassement de soi. Et voilà quoi. Linar, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce format très particulier ? C'est justement ça. Je savais que c'était un format qui va te pousser à chercher tes limites. Et même si je ne suis pas allé chercher mes limites, comme je l'ai dit avant, j'ai cherché tout ce que je voulais. Et ça me montre que j'ai kiffé ce format. Et donc la prochaine fois, je serai bien préparé pour vraiment chercher mes limites. Et ouais, c'est vraiment un format où, qui que tu sois, tu peux faire la distance que tu veux. Tu peux affronter tes plus gros démons, tes plus grosses difficultés, tes plus grosses forces également. Tu peux le faire avec des amis. Et en plus, ça doit être beau, je pense, avec des proches à toi. Et tu peux vraiment avoir un moment hors du temps où tu es toi-même face à tes limites. Parce que vu que c'est des boucles, tu es un petit peu tout seul, il n'y a pas énormément d'ambiance hormis sur le camp. Tu es un petit peu généralement dans la forêt, dans des terrains vallonnés. Après, ça dépend des courbes évidemment. Mais je trouve que c'est vraiment beau, ce truc de il n'y a pas de distance finie. Donc tu fais autant que tu le veux, autant que tu le peux. Et c'est ça que j'ai kiffé. Le fait de juste faire plus, encore et encore, jusqu'à ce que tu abandonnes physiquement, que tu abandonnes mentalement, ou jusqu'à ce que simplement, c'est ok, j'en ai eu assez, j'ai ce que j'étais venu chercher, et ça, je trouve c'est beau, et j'ai bien kiffé, quoi. Donc voilà, on arrive à la fin, parce que la question, elle se répète un petit peu. Comment as-tu géré l'aspect récup seul ? On a parlé. Ouais, 1h20 de podcast. Je pense qu'on arrive au bout. Je pense que j'ai absolument tout dit. Si j'ai des conseils à vous donner sur ça, comme dit, hydratation, alimentation, ne sous-estimez pas. Au niveau des glucides, j'ai pas donné de chiffres. On va chercher à être entre minimum 60 et 80 grammes de glucides par heure. Donc minimum 60 à 80 grammes. Vous pouvez en prendre plus, mais évitez d'en prendre moins. C'est comme sur un Ironman, sur un marathon. On vise 60 à 80 grammes de glucides par heure. La semaine avant, bien évidemment, c'est une course, donc faites un gros deload. C'est-à-dire vous baissez l'intensité, vous baissez le volume pour arriver en forme le jour J. Vous avez récupéré mentalement et physiquement pour tout exploser. Ensuite, pareil, faites une recharge en glucides pour arriver en forme le jour J avec les stocks de glycogène pleins. Une recharge de glucides, ça commence 48 heures avant ou éventuellement 24 heures avant. Et vous allez consommer 8 à 12 grammes de glucides par kilogramme de poids de corps. Dormez bien, mangez bien. Venez avec une équipe sur qui vous pouvez faire confiance, sur qui vous pouvez compter, qui va vous aider à chaque ravitaillement. Comme ça, vous pouvez souffler, vous reposer et ne pas avoir de pression mentale entre chaque boucle. Assurez-vous d'avoir suffisamment de nutrition de tout genre, du sucré, du salé, du liquide, du solide, des bars, des vrais plats également. Comme ça, vous pouvez piocher dans ce que vous voulez sur l'instant T. Assurez-vous aussi d'avoir tout ce qui est soins de premier secours, mais généralement c'est obligatoire. Des pansements anti-ampoule, de la crème anti-frottement, très important pour les cuisses, pour les aisselles, pour les tétons, pour les pieds. Assurez-vous d'avoir tous les vêtements qu'il faut pour la chaleur, pour le froid, pour le vent, pour la pluie, pour la neige. Et tous les accessoires type casquette, bonnet, gants, les lampes frontales, tout ce qui peut servir pour la course. Et pareil pour les paires de chaussures, assurez-vous d'avoir au minimum 2 paires de chaussures pour pouvoir faire une rotation. Et ensuite, par rapport à la course, je pense que j'ai tout dit, juste venez avec une stratégie de course. Donc sachez quelle allure vous voulez viser. Moi, ce que je m'étais fait, c'est ok, quelle allure il me faut pour 45 minutes, 47 minutes, 50 minutes, 52 minutes. Comme ça, en fait, j'avais toutes mes allures pour savoir en combien de temps j'allais finir la boucle. Comme ça, ok, là, je suis fatigué. Si je cours à cette allure-là, combien de récup j'aurai ? Comme ça, au moins, vous savez et vous n'êtes pas stressé. Et voilà.
pense que j'ai répondu à tout. De toute façon, si vous avez d'autres questions, je pourrais en parler plus en détail dans un prochain podcast ou dans une nouvelle vidéo YouTube. Mais dans tous les cas, je referai ce format l'année prochaine et je serai bien motivé et déterminé à aller chercher la nuit et chercher les 24 heures. Vous en avez ma parole. Je me suis fixé ça en objectif pour moi. Je vais chercher les 24 heures 2026-2027. On verra en fonction de tout ce qui va arriver avec mon fils, avec les projets, etc. Donc voilà. J'ai hâte et j'espère que ce podcast vous aura plu tout autant que la vidéo vous aura plu. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir. C'est la dernière vidéo sur YouTube. Merci énormément pour tous vos retours. Et je profite aussi pour vous dire que Black Friday arrive bientôt sur le site Base Athletics. Là, vous m'avez fait un sold out de malade sur énormément de produits pour les promos que j'avais fait pour mon anniversaire. Il y a la nouvelle collection qui arrive, mais elle va arriver pour la fin du Black Friday. Donc elle sera là fin novembre, début décembre. Donc il faudra être patient. Mais avant ça, il y aura un gros restock avec des nouveaux hoodies, des nouveaux t-shirts et plein de restock pour les t-shirts, les shorts, les sacs, les trifonctions, les flasques, les casquettes. Tout ça, ça sera en promo. Ça sera les plus grosses promos, comme je vous l'ai dit, de toute l'année, de tout le site. Donc ça sera le moment pour faire le stock. Et ça va être épique, ça va être énorme. Ça sera littéralement notre plus gros Black Friday pour cette année 2025. Parce que là, la marque, elle grandit, elle évolue. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et je pourrais jamais vous remercier autant de tout votre soutien sur les Hyrox, sur les triathlons, à la salle de muscu, dès qu'il y a des gens qui m'envoient des photos, où ils voient des gens en base athletics, ou vous-même qui les portez, franchement, c'est une fierté de fou. Et même là, pouvoir faire l'Ironman de Vichy avec la trifonction, ou même là, le backyard ultra, les 100 km, full base athletics, short, t-shirt, casquette, coupe-vent, sac à dos, les flasques, c'est juste de la folie. Donc, moi, je réserve du très très gros pour 2026. Et la meilleure façon de me soutenir, c'est pour Black Friday. Ça arrivera en VIP potentiellement, restez connectés par mail, etc. Le lien est dans la description. À partir du 16-18 novembre, peut-être. Je ne sais pas encore. Mais voilà, restez à l'affût de vos mails. Et ça s'annonce énorme. Ça s'annonce énorme, mais il faudra être vif parce que le stock va partir très très vite. Comme l'année dernière, il y aura des surprises pour les plus rapides commandes directes, notamment des cadeaux offerts et des commandes remboursées. On n'en dit pas plus. Donc voilà, merci à vous pour votre écoute, merci pour votre temps, merci pour votre confiance. On se retrouve la semaine prochaine. Là, je vais avoir un gros déplacement à l'étranger avec ma petite famille. Ça va être trop stylé pour du contenu aussi. Et voilà, là le rush de Q4, trimestre 4, a bien commencé. Ça fait bien stresser, mais c'est pour la bonne cause. Donc voilà, merci pour tout. Prenez soin de vous. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau podcast. Le taf est fait et made for performance.